Bonjour et bienvenue à tous et toutes. Je suis Karine Anselme, journaliste et auteure. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour ce podcast éminemment d'actualité. Celui-ci nous emmènera dans l'œil du cyclone, ce sanctuaire de paix inaliénable, quelles que soient les crises, personnelles ou sociétales, qui nous déstabilisent, voire nous dévastent. 3 personnalités lumineuses qui ont traversé leur propre désert et épreuves initiatiques nous inviteront à nous redresser et rester debout dans les tempêtes, dans le chaos. Notre première invitée, Agnès Thévenin, a découvert son don de guérisseuse à l'âge adulte. Thérapeute énergétique, elle met à présent ses facultés au service des autres, dans l'aide à la guérison, qu'elle soit physique ou psychique. Elle nous partagera son expérience au cœur du maelstrom de la détresse psychologique qui ne cesse de monter dans notre société chaotique. Nous accueillerons ensuite Nathalie Alstein. Cette coach et thérapeute spécialisée dans l'accompagnement des adultes haut potentiel et l'initiatrice du congrès virtuel Douance. Elle nous éclairera sur l'art de se protéger lorsqu'on est hypersensible, tout en conservant cette part de vulnérabilité vibrante qui permet de faire corps avec le monde et le vivant. Enfin, notre voyage dans l'œil du cyclone se clôturera avec Marie-Pierre Dillenseger, qui est praticienne des arts stratégiques chinois appliqués et spécialiste du transgénérationnel. Elle nous initiera à des pratiques et outils permettant de relever les innombrables défis de cette incarnation en temps de crise. Ce podcast est édité par Inexploré Magazine, média indépendant qui explore librement les frontières entre science, psychologie et spiritualité, au travers d'articles, enquêtes et outils pratiques jetant des ponts entre visible et invisible. Vous retrouverez ce podcast sur notre plateforme Inexploré Digital, en intégralité pour nos abonnés. Il est aussi disponible en partie sur les plateformes classiques. Pensez à nous soutenir pour profiter de toute la richesse de l'univers inexploré, en format papier et numérique. Bien sûr, il y a cette pandémie qui n'en finit plus de brider notre quotidien et nos libertés. Mais il y a aussi toutes les crises qui agitent notre planète. Crise économique, crise écologique, crise climatique, crise des réfugiés. Dans l'incertitude radicale qui fracture notre monde, tous nos repères ont volé en éclats et nos certitudes se sont effondrées. Au diapason de ce séisme, la détresse psychologique est en hausse dramatique, rapportent tous les thérapeutes, et touche tous les âges, y compris la tranche inédite des 7-11 ans. Qu'il s'agisse de cette métacrise sociétale mondiale ou d'épreuves intimes, que ce soit des maladies, des deuils, des ruptures, des licenciements, il est souvent difficile, voire insupportable, au creux de nos tempêtes, d'imaginer l'embellie. Pourtant, toute crise est un terreau qui contient des graines d'opportunité, de transformation, voire de rebond. Comme aime à le dire Boris Cyrulnik, on ne devient pas normal impunément quand le fracas nous contraint à la métamorphose. Alors se tricote une résilience et le blessé de l'âme transforme sa souffrance en œuvre d'art. Agnès Thévenin, bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes thérapeute énergétique et vous êtes également l'auteur de Splendeur des âmes blessées, mais aussi de La douleur à la douceur, paru chez Mama Édition. Qu'est-ce qui, selon vous, permet le rebond ? Qu'est-ce qui permet de transmuter sa souffrance en œuvre d'art, en splendeur, selon votre titre ? Oui, c'est une grande question. En fait, en vous écoutant tout à l'heure, je me disais, Karine a dit tout ce que j'avais l'intention de raconter. On pourrait arrêter là le podcast. Il y a plusieurs axes qui nous permettent de rebondir. L'essentiel étant la confiance, la foi. Je pense que c'est la foi vraiment qui nous permet de rebondir. En tout cas, déjà dans un premier temps, de se tenir droit dans la tempête, dans les chaos. La foi en soi, la foi en l'humain, la foi, la confiance. Hein, c'est vraiment ces valeurs de base. Et surtout la confiance en le fait que tout a une fin, comme vous le disiez tout à l'heure, les cycles les plus durs s'achèvent. Il est vrai, mais j'imagine qu'on va développer le sujet, que la crise que nous affrontons est quand même infiniment plus importante que toutes celles qui ont eu lieu, étant donné qu'elle est générale et qu'elle s'adresse à tous les domaines de l'humanité, de l'être, de la planète, enfin en lien avec toutes ces grandes données. Et je me rappelle beaucoup, j'ai écouté beaucoup mes grands-mères. Je me rappelle quand j'étais enfant et qu'elles me racontaient leur guerre, l'exode, toutes les souffrances qu'elles ont vécues. Et je me disais, moi, je ne pourrais jamais vivre une chose pareille. C'est vraiment épouvantable. Et les deux me disaient, mais tu sais, on s'en sort, on se sort de tout. Et j'ai toujours gardé ça au fond de mon cœur. Il y a toujours une fin à l'épreuve. Il y a toujours une manière de
d'accéder à cet état de résilience dont parle Boris Cyrulnik. J'aime bien que vous l'ayez cité parce que je le cite justement dans mon premier livre. Parce que c'est vraiment essentiel, cette notion qu'il a mise en lumière. Et l'idée, c'est vraiment de ne pas sombrer dans la peur qu'on nous incite quand même dans laquelle on nous incite à baigner de mille manières. Et c'est vraiment de se redresser. Il y a une posture intérieure. Redressons-nous. Une posture intérieure. Donc ça passe par des actes. Ça passe par un travail sur soi nécessaire. S'il n'a pas été fait, il est plus que temps de s'y mettre. Parce que il m'a toujours semblé, mais de plus en plus en voyant ce qui se passe avec mes patients, que l'émotionnel non apaisé, non pacifié, en fait, nous empêche d'avoir une attitude de bon sens face aux épreuves de la vie. Et du coup, on bascule, on a peur, ça devient déraisonnable. Alors que si on est nettoyé, on peut prendre ce recul et cette distanciation que nous ont peut-être appris nos grands-mères. Mais bon, c'est le propre de l'humain, cette transmission comme ça de l'expérience. Et je pense donc que mon travail, de temps en temps, dans mon prochain livre, je mets une petite phrase, je dis « Je souhaiterais tellement écrire un livre dans lequel je ne parlerai pas des souffrances des gens, dans lequel tout serait le reflet de l'harmonie, de l'unité, etc. » Enfin, on en est loin. Et pour l'instant, et pour se sortir vraiment de cette crise immense, à notre niveau, ce que nous pouvons faire vraiment déjà, c'est nous prendre en charge et bon, alors nous soigner, c'est vrai que le temps est court, hein, quelquefois, autrefois, ça pouvait durer 30 ans. Quand on faisait de la psychanalyse, c'était très très long. Maintenant, il y a des méthodes qui sont plus brèves, mais je trouve qu'en conjonction avec l'énergie, la puissance des énergies qui se déversent sur la planète en ce moment, ça nous donne, et ça je le vois vraiment en séance, puis je le vois également pour moi, pour mon entourage, ça nous donne vraiment une capacité jamais vue à pouvoir déposer, comme si on prend le sac à dos, on dit « bon, ça suffit, je pose ». Et après, j'avance. J'allais vous poser justement cette question. Est-ce que les énergies qui participent à vos séances, ou en tout cas ces énergies avec lesquelles vous travaillez, est-ce qu'elles sont différentes en vibration pour l'instant? Et également, est-ce que les personnes viennent avec des souffrances inédites et avec des questionnements inédits? Alors, première partie de la question, les énergies sont différentes en ce sens qu'elles sont d'une puissance extrême. Mais vraiment, elles sont d'une puissance extrême. Je m'en rends compte. Ce qui est bien, c'est que le thérapeute monte en puissance également. Donc, ce qu'on a la capacité de transmettre aux personnes, c'est beaucoup plus fort, intense et surtout rapide en termes d'action. Hein. Et du coup, les résultats sont, je trouve, plus rapides. Et c'est tant mieux parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps, comme je le disais tout à l'heure. Les demandes des gens, les souffrances des gens, c'est intéressant votre question, je ne me la suis pas posée. Je n'ai pas tant que ça l'impression, si ce n'est, oui, ça tourne beaucoup autour des peurs, mais en même temps, ce n'est pas tout à fait le public qui vient me voir. Parce que les gens qui viennent voir des thérapeutes comme nous ne sont pas scotchés devant les médias officiels, peuvent prendre un petit peu de recul, sont un petit peu moins dans l'hypnose de la peur. En même temps, vous disiez que votre public est varié. Je vous ai entendu en parler. Voilà, vous n'avez pas un public qui serait linéaire. Pas du tout. Alors là, vraiment, c'est ça tout le plaisir de ce travail et tout le plaisir du travail en présentiel d'ailleurs. Parce que en raison du confinement, comme beaucoup de thérapeutes en 2020, là, le premier confinement, au mois de mars, je n'avais évidemment pas travaillé. Et puis, une de mes filles m'a dit « Maman, tu peux tenir combien de temps sans travailler ?» J'ai dit « Oui, bonne question. » Alors, elle m'a dit « Je t'installe Skype. » Et j'ai renoué avec les séances à distance, qui avait été mon mode de départ. Sauf qu'il y a plus de 20 ans, 25 ans, je faisais ça tout dans ma tête. Et ça me fatiguait. Et depuis, je me disais « Non, je préfère vraiment que les gens viennent. » Je fais une petite incursion, mais c'est pour en revenir au fait que même si le travail à distance est formidablement agissant,
Ça, je ne nie pas. Moi, mon plaisir, c'est de recevoir les gens parce que je les sens mieux et je sens mieux leur aura, leur énergie, et des choses qui pourraient peut-être un petit peu nous échapper quand je les ai sous la main. Là. Donc, finalement, les demandes, les thématiques sont pas si différentes d'avant ça. En tout cas, en ce qui concerne les gens qui viennent me voir. Les gens qui viennent me voir appartiennent à toutes les couches de la société, mais vraiment toutes. Il y a vraiment des gens, mais complètement ancrés avec des postes de responsabilité incroyablement élevés dans tous les domaines. Donc ça veut dire vraiment que les consciences s'ouvrent et que les gens se rendent compte qu'ils ont besoin aussi de se relier à eux-mêmes. Et justement, ces consciences qui s'ouvrent, on le voit aussi avec le phénomène du boom de l'ésotérisme et de l'extraordinaire, aussi bien dans le monde de l'édition que dans la société. Oui. Est-ce qu'il y aurait une sorte de karma? Comment choisir de s'incarner dans une période aussi complexe? Est-ce qu'on aurait une sorte de contrat d'âme qui ferait qu'on s'engage à traverser cette période et peut-être à la transcender tous ensemble? Oui, alors au-delà du contrat d'âme, ce qu'il est dit et ce que tous les channels disent de manière vraiment convergente, c'est qu'on s'est précipité, on a demandé, on faisait la queue et on disait oui, je veux. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je lisais ces écrits et je me disais oui, bon, peut-être. Et je dois dire que depuis le 17 mars 2020, j'ai compris. Et là, je me suis dit voilà, ça y est, je sais pourquoi je suis là. Et je sais pourquoi nous sommes tous là, et je sais pourquoi on bouge tellement, et pourquoi... Pourtant, je ne suis pas vraiment une personne de réseau, moi j'ai toujours été dans mon petit coin. Mais finalement, les réseaux se forment, se tissent comme ça, en énergie, et au travers des séances, au travers de certaines rencontres, comme ça, le travail pour aider à s'accorder au changement, à la transformation de la planète qui doit passer à travers nous, au travers de nos énergies, peut se faire même si on ne se voit pas, même si on ne se réunit pas, même si... Donc le confinement, pour ça, c'est... Tant pis, on va y arriver. On n'est pas... Vous comprenez ce que je veux dire? Absolument, c'est comme si tout prenait sens aussi. Comme si le tissu... Voilà, c'est un tissu invisible, aussi bien au très vaste niveau de notre planète, mais aussi au niveau humain. Il y a une trame comme ça qui se resserre dans le bon sens du terme, qui se noue, des liens comme ça. Et très souvent, ça m'arrive de plus en plus depuis ça fait combien de temps? C'est 2020, ça fait un an, un petit peu plus d'un an, de reconnaître d'un coup une personne, vous savez, ces fameuses retrouvailles d'âme. Et autrefois, ça m'exaltait un peu, etc. Maintenant, c'est « Ok, je t'ai vu et je sais qu'on travaille ensemble, même si on ne se revoit plus. Mais je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans l'invisible, qui se passent dans le sommeil. » Vous savez, quand les guides, les grands channels nous disent « Vous travaillez toute la nuit », maintenant, je le sens, c'est une réalité. Quelquefois, quand je me réveille, j'ai quelque chose de l'ordre de ces réunions, on va dire, ou de ces rencontres, se poursuit. Pendant quelques temps. Alors, malheureusement, j'ai tout oublié, mais l'énergie est là, la vibration est là. Et il y a tout un travail souterrain, si on peut dire, enfin, invisible serait mieux comme mot, qui fait que... Alors, pour revenir à votre question de départ, ça permet de rester droit dans le chaos. Parce qu'il n'y a pas de chaos. C'est juste une transformation extraordinaire qui se passe conjointement à une opposition des forces d'opposition d'une violence aussi extraordinaire qu'on peut le voir. Mais finalement, si on est centré, le titre de votre émission, c'est « Dans l'œil du cyclone ». Dans l'œil, on est au calme. Hein, et effectivement, ça bouge, ça s'agite autour, mais en ce qui concerne la transformation et l'élévation spirituelle de la Terre, ce fameux passage dans la 5e dimension, bien sûr que ça bouge, que ça brasse, que ça nous entraîne, mais c'est pour le mieux. Et on a le choix d'y aller en conscience. Y arrivez-vous à cerner ces forces d'opposition, ou en tout cas en comprendre la teneur de ces forces d'opposition? Oui, ça peut paraître un peu prétentieux, mais il me semble, j'ai pas trop envie d'en parler pour ne pas leur donner justement plus de force qu'elles n'en ont. Pour l'instant, mais j'ai quand même la sensation que c'est cette espèce de goulot d'étranglement dans lequel on est. Enfin, de goulot d'étranglement, je le souhaite, hein, mais c'est vraiment ce que je pense. Mais ces forces de pression comme ça, les libertés
qui s'amoindrissent, enfin, qui sont supprimées de plus en plus. Jusqu'à hier, je lisais qu'ils veulent supprimer les huiles essentielles, donc les cultivateurs de lavande sont complètement épouvantés de perdre leur travail. Enfin, bon, on ne va pas faire de commentaires, c'est pour ça que je n'ai pas trop envie de m'étendre là-dessus. Oui, je vois, mais je pense que si elles s'agitent autant, c'est parce qu'elles ont vraiment aussi la conscience, si ce n'est la connaissance, que c'est la fin. Et du coup, c'est vraiment les derniers feux où vous savez détruire avant de disparaître. C'est comme dans les guerres sur le terrain, on démolissait, on bombardait tout avant de partir. Et là, j'ai un peu cette sensation-là. Enfin, c'est mon impression, je ne sais pas si c'est ce qui se passe réellement, mais... Ce serait vraiment l'apocalypse au sens étymologique du terme, c'est-à-dire une forme de révélation et de naissance. Vous parlez de passage. Oui, voilà. C'est ça. Quand vous faites le geste, parce que nos auditeurs ne le voient pas, mais vous faites vraiment le goulot d'étranglement, on sent vraiment la naissance. Après, voilà, c'est ça. Et après, on va vers cette renaissance, et je devrais le faire plutôt dans ce sens-là, les mains vers le haut, parce que on va vraiment... Enfin, nous avons la possibilité unique, peut-être dans la mémoire humaine en tout cas, d'accompagner la Terre dans ce changement. La Terre, la planète, les autres mondes, enfin, il y a énormément de choses qui se révèlent au fur et à mesure. Et ce que je vois dans mes séances, et qui, alors là, pour le coup, je reviens à votre question, tout à fait nouveau, c'est que des personnes peuvent vivre un éveil de conscience. Alors, je ne parle pas de l'éveil spirituel total, parce que j'aimerais bien déjà y accéder. Et ça arrive pour certaines personnes, mais bon. Mais je parle d'une... Comment dire, comme une espèce d'éveil de faculté qui était endormie, qui était assoupie. Alors, dans mon cas, dans les gens que je rencontre, il s'agit beaucoup de gens qui tout d'un coup savent, comme ça m'était arrivé il y a pas loin de 25 ans, ou au-delà de 25 ans, je ne sais plus, qui savent soigner, qui sont venus pour faire ça. Et il y a des possibilités actuellement de faire un travail mais quelquefois, je les vois en 18 mois, ce sont d'autres personnes. Quelquefois, ça se fait, mais pratiquement immédiatement. Les gens disent, ça y est, je suis prête. Et je m'interrogeais justement sur cet éveil des dons, des perceptions. Oui. Est-ce que ce n'est pas difficile d'accoucher de ces dons alors qu'il y a un climat de peur, de méfiance, de défiance même qui règne? Alors pour certains, ça l'est, bien sûr, mais ça l'était avant. Parce que il y a ça, ce dont vous parlez, et puis à l'intérieur de soi, cellulairement, il y a toutes ces mémoires d'inquisition, de bûcher, de choses comme ça, et ça entrave beaucoup les gens. Mais ce que je vois en ce moment, beaucoup plus qu'avant, c'est cet enthousiasme, et se dire, voilà, j'y vais. Par exemple, je fais une petite incursion personnelle, mais mes filles qui portent ça en elles depuis toujours, et nous le savions, mais qui avaient choisi une autre voie, elles continuent à l'être, réalisatrices, et elles se sont dit, ok, on y va. Et du coup, je travaille maintenant en équipe avec elles. Mais si vous voulez, ça ne m'a pas du tout étonnée. Enfin, quand ma fille aînée m'a dit ça, j'ai eu quand même le réflexe, après ça m'a fait rire, de lui dire « Oui, très bien, ok, tu veux t'installer comme thérapeute et tu choisis quoi comme formation ?» C'est moi qui lui ai demandé ça, moi qui n'en ai fait aucune parce que c'est... Et elle me dit « Mais enfin, maman, je viens de te dire, je suis prête. » Et elle est archi prête. Enfin, vous voyez, je vous parle de mes filles parce que ça me fait plaisir, mais elles sont loin d'être seules dans ce cas. Et il y a vraiment des éveils, des rappels, tout d'un coup, on passe il y a beaucoup de gens de l'entreprise qui n'en pouvaient plus. Alors pour certains, et pendant toutes ces dernières années, ça avait été un long chemin douloureux de j'y vais pas, c'est dangereux. Effectivement, par rapport à ce que vous dites, se mettre en lumière, c'est dangereux financièrement parce qu'on gagne beaucoup moins en tant que thérapeute que dans le monde de l'entreprise parfois quand on est élevé mais les gens y allaient quand même, c'était lent. Et là, c'est comme, vous savez, c'est le saut à l'élastique, c'est même pas le saut à l'élastique, c'est le saut dans le vide. Mais après, c'est l'envol. Et les gens se retrouvent, et ça, c'est magnifique. Il y en a beaucoup. J'en vois plein dans ma patientèle. C'est enthousiasmant, en tout cas. Mais c'est vrai. Oui. Et je vous ai partagé hors antenne que j'étais profondément touchée par vos écrits. Merci. Et avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'échos, de résonance.
Et j'avais envie de vous demander, vos écrits plongent vraiment dans la blessure intime, enfin les blessures même intimes de votre vie, à la fois les abus subis durant l'enfance, mais également la perte dramatique de votre petite fille Rose à 2 ans. Mais j'ai ressenti que c'était non pas juste partager une expérience personnelle, mais qu'il y avait une forme de mise en lumière et d'éclairage de nos problématiques universelles. C'est dans ce sens-là que je me suis résolue à les écrire. Parce que c'était surtout toute la petite préface du livre précédent, Splendeur des âmes blessées, que j'avais soigneusement mise, parce que je savais que je devais l'écrire, qui concerne justement tout ce à quoi vous faites allusion, c'est-à-dire vraiment les blessures les plus graves de mon parcours de vie. Je savais que je devais l'écrire. Et donc, si je savais que je devais l'écrire au cours de l'écriture de ce livre, je savais que je devais le mettre dans le livre. C'était pas juste une libération personnelle. Donc, je l'avais mis tout à fait à la fin du livre. Et je m'étais dit, bon, s'ils arrivent jusque-là, les lecteurs, ça veut dire qu'ils adhéreront à mon discours ou je leur serai sympathique. Bon, voilà, ils pourront lire ça. Et puis quand Stéphane a eu la gentillesse de m'écrire, Stéphane Alix, la préface, il m'a dit « Mais non, tu dois le mettre au début ». Et je suis restée pendant 3 jours sans pouvoir donner une réponse. Parce que pour moi, c'était d'une telle impudeur de livrer ça tout de suite. Et d'ailleurs, certains lecteurs on m'a dit, hein, même des gens qui me connaissent, m'ont dit « Non, ça, tu vois, ton livre, je vais pas le lire parce que j'ai pas envie de commencer par ça ». Mais pour d'autres, au contraire, c'était une idée... une merveilleuse idée qu'il a eue, Stéphane, et je lui ai fait toute confiance, bien sûr, et je sais que j'ai eu raison. Et parce qu'effectivement, ça entraîne, enfin c'était le but, hein, ça entraîne les personnes qui lisent ça à se dire, un petit peu comme ce dont je vous parlais tout à l'heure avec mes grands-mères, elle s'en est sortie, donc il y a une issue. Et quel a été le rebond justement pour vous ? Est-ce que ça a été, d'après ce que j'ai lu, un long processus, mais est-ce qu'il y a eu vraiment une percée, quelque chose qui vous a permis de transmuter justement, parce que vous utilisez le mot de transmutation. Oui. Ça a été une succession de percées jusqu'à une percée encore plus globale. Quand je me suis rendu compte de la trahison dont j'avais été victime par rapport au décès de ma fille. Et là, c'était comme une délivrance. Je me suis dit, si vous voulez, je vous parlais tout à l'heure de déposer son sac à dos. Là, je me suis dit, donc, moi qui me suis crue coupable toute ma vie, depuis toujours, c'était faux. Et du coup, là, il y a eu vraiment un avant et un après. Il y a une chose aussi qui me frappe, c'est que, on le voit, il y a justement, vous parliez de Stéphane Alix dans le livre de Stéphane, mais aussi dans les différents livres qui sont sortis récemment par rapport aux abus qui commencent à être révélés. Oui, heureusement. Est-ce que ces révélations, on parlait d'Apocalypse avant, font partie de ce grand processus de nettoyage de la planète ? Je le crois parce que alors, il y a 2 axes, hein. C'est vraiment la guérison profonde de celui qui l'écrit, qui transmet. Au travers de ces paroles, la guérison, et ça je le sais parce qu'on me l'a dit à de nombreuses reprises, possible de celui qui le lit et qui se dit, soit quelquefois il y a des espèces d'instants de grâce comme ça, et les gens se disent, voilà, je lâche ma douleur et c'est bon, j'accepte. Soit c'est le début d'un parcours de guérison. Et du coup, ils vont chercher des thérapeutes, mais ils ont accédé. Le livre de Stéphane, dans ça, il est exceptionnellement porteur. Mais déjà, moi, si vous saviez le nombre de personnes qui me disent ou qui m'écrivent « Bon, alors finalement, après avoir lu le livre de Stéphane, j'y vais. » Vous voyez, c'est tout d'un coup, si lui a pu c'est même pas pu s'en sortir, mais c'est qu'il y a une espèce de douceur dans son accompagnement qui fait que les gens osent et se disent « Ça sera mieux après, je peux plus rester dans cette douleur de l'inconnu, ou enfin, inconnu, connu, etc. » L'autre axe, c'est dans le fait de mettre en lumière tous ces actes, c'est qu'il faut que ça cesse, et que je pense que, enfin, en tout cas, moi, si j'étais un prédateur sexuel, je commencerais à me dire, je vais peut-être changer de trajectoire, parce que là, vraiment, maintenant, l'idée, on parlait de peur tout à l'heure, c'est que les femmes ou même les enfants ne vont plus avoir peur de parler. Et peut-être même ne vont plus avoir peur et pourront s'opposer mieux. Et ce qui est frappant aussi, c'est que dans le titre de vos 2 livres, il y a le mot âme qui est au cœur, puisque le livre de Stéphane, on ne l'a pas cité, donc c'est Nos âmes oubliées. Oui.
Voilà, il y a vraiment ce mot âme qui est au cœur. C'est vraiment retrouver cette âme première intacte qui n'a pas été abusée, on dirait. Voilà, c'est ça, la pureté de l'être, la pureté. Le tout petit enfant, c'est pour ça que c'est si grave, ces histoires d'abus dans la toute petite enfance. Le tout petit enfant est encore complètement imprégné de son âme, enfin imprégné, il est son âme. Alors bon, évidemment, il y a des moments où il a faim, il tombe, il se fait mal, etc. Et il revient dans l'humain. Mais jusqu'à assez tard, on pourrait dire jusqu'à 7 ans quand même, il a ce lien très très fort avec son âme et très puissant. Il vit des expériences, et les nouveaux enfants de plus en plus. Et du coup, quand on s'attaque à ces petits êtres-là, qui sont des petits êtres divins, encore surtout plus ils sont petits, c'est leur essence qu'on tue. Il est vrai, comme vous y faisiez allusion tout à l'heure, que derrière ça, il y a un plan, il y a un contrat d'âme. Alors 1000 raisons, et chaque être humain a une raison pour vivre ces expériences-là. Ça n'est pas toujours une punition, ça n'est pas toujours parce qu'on a été un affreux violeur qu'on se fait violer à 2 ans. Vous voyez, il y a beaucoup, il y a différents types de raisons et d'explications. Mais oui, je pense que c'est important que tout ce mouvement des femmes aussi, l'acte courageux d'Adèle Haenel, la comédienne, comme ça, qui permet aux autres comédiennes de dire bon, maintenant ça suffit. Comment on va dire, la perte de dignité n'est pas le passage imposé à la réussite professionnelle, même pas dans le cinéma. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il va falloir que ces messieurs commencent à nous respecter un peu plus. Enfin, je dis ça, il y en a énormément, mais bon, l'autre jour, j'ai vu une photo qui m'a vraiment bouleversée. C'est un très beau garçon, mais vraiment. C'est ça qui presque était encore pire, parce il aurait pu aussi être, vous savez, comme un prince ou quelqu'un d'extraordinaire. Et il tenait en chaîne, il avait une chaîne à la main, donc en laisse, le poignet d'une jeune femme. On voyait qu'elle était jeune, mais on ne voyait que ses yeux. Elle était complètement voilée, avec un désespoir profond dans le... Donc voilà, ça s'agite dans tous les sens sur notre planète, dans le bon sens, mais du coup, les forces de l'obscur sont aussi très, très sollicitées pour écraser tout ça. Oui, et pour rebondir sur cette idée d'âme, je vais vous citer, après... Dans votre ouvrage, donc Splendeur des âmes blessées, après un travail de libération, vous écrivez, parce que ça aussi c'est un élément important de votre livre, il est beau et il y a de la poésie. Et j'ai cette impression que cet élément de beauté et de poésie est aussi un éclair de lumière et qui permet aussi le rebond. Mais donc je vous cite. « J'entre en contact avec mon âme, j'ai la sensation qu'elle s'établit en moi plus intensément encore qu'auparavant. Un bonheur extrême s'installe, une incroyable lumière dorée, pluie de diamants. » Pensez-vous que l'âme, là je vous pose la question, au travers de nos incarnations, ait besoin d'épreuves du feu initiatique pour évoluer? Alors vous avez déjà en partie répondu, il n'y a pas une forme de punition, mais est-ce que ces épreuves sont comme une mise à nu de notre noyau, de notre essence, qui nous permettrait de grandir et d'évoluer? Alors, je vais vous donner une réponse, c'est ma réponse. Je ne sais pas si c'est la réponse universelle, mais c'est la réponse de ce que j'ai compris. L'âme et l'âme abîmée, l'âme blessée, c'est la partie manifestée de l'âme. Nous sommes reliés au plus haut de nous à une autre partie qui est l'âme, justement, pure, éternelle, intemporelle, et qui a la connaissance de tout. Et puis encore plus haut de ça, il y a un autre principe qui est beaucoup plus proche du divin encore que nous le sommes. Nous sommes vraiment décomposés comme ça, en différents. Et cette partie-là, celle qui nous habite, et ramène avec elle, enfin rapporte avec elle la mémoire de différentes blessures, qui malheureusement, ça c'est quelque chose qui m'avait étonnée au fil de mon parcours. Je me disais, pourquoi donc est-ce que entre nos vies, dans ce temps d'entre-deux vies dans lequel on vit une sorte de, comment je pourrais dire ça, de temps de paix, de réconciliation, de digestion un peu aussi de tout ce qui a été... Pourquoi est-ce qu'on ne se guérit pas complètement et pourquoi est-ce qu'on n'en revient pas guéri et prêt à entamer et à aborder une nouvelle thématique?
voilà, quelquefois, on est tellement résistant là-haut qu'on ne peut pas, ou c'est trop douloureux, ou on ne veut pas. Et du coup, on est obligé de revenir. Donc, toutes ces mémoires-là font que, effectivement, notre essence, puisque c'est cette partie de nous qui a la mémoire de toutes nos vies sur Terre, présente, passée, à venir, c'est cette partie-là qui est abîmée, mais que nous avons de plus en plus le loisir de pouvoir guérir. Et guérir, vraiment, je le dis, au début, je me disais, guérir, c'est quand même un grand mot. Et je le vois, on peut vraiment se guérir dans cette vie. Et de plus en plus, maintenant, et plus les temps de l'ascension, comme ça, de la Terre sont présents, et plus les énergies sont puissantes, et plus vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a cette capacité à se délivrer. Et puis, surtout, ce que j'observe, c'est que quand quelque chose est guéri, c'est vraiment la page est tournée. Ça n'est plus là. C'est constitutif de notre être, mais c'est guéri. Et comment ça se manifeste dans vos soins? Comment vous le sentez? Est-ce que ça n'est plus là. Si vous voulez, quand justement, j'ai eu l'exemple hier, j'avais une dame et à qui je disais, la douleur ne vibre plus en vous. C'est bon, c'est clair, c'est lumineux. Alors c'est une femme qui avait vraiment, je sentais beaucoup de désespoir les premiers temps, les premières fois. Ça n'est plus là. Et c'est comme, vous voyez, vous faisiez allusion tout à l'heure au décès de ma fille, et je me rends compte, grâce à tout le travail élaboré sur moi-même, et avec l'aide d'innombrables thérapeutes et de lieux sacrés, de choses, d'enseignants spirituels, grâce aussi, et ça je lui en sais un gré infini, à ma petite fille, l'histoire du deuil est derrière. Vous voyez, parfois j'ai l'impression presque comme de quelque chose qui aurait eu lieu antérieurement, comme une vie antérieure. Oui, c'est moi, oui, effectivement, j'ai tellement souffert, mais je ne souffre plus. Vous voyez, même les périodes, les dates anniversaires, ces choses, mais je m'étonne moi-même, parce que il y avait longtemps que j'étais tranquille avec ça, j'étais tranquille avec toute la connaissance que je peux avoir des plans de l'après. Il n'en reste pas moins que quand on est maman, il y a ce manque, le manque de la chair, enfin beaucoup de choses comme ça. Et maintenant, même ça a disparu. Et donc, je réservais ça pour plutôt les dates de l'anniversaire de mort. Parce que l'anniversaire de naissance, c'était toujours une joie. Et là, je me rends compte depuis la naissance de ma petite fille que je ne sais même plus quel jour on est. Enfin, vous voyez, donc oui, on peut vraiment guérir profondément, complètement, totalement. Et ces dons, parce que là on a reparlé de l'éveil de vos dons à l'âge adulte, oui. Est-ce que ceux-ci, pensez-vous, sont nés, ou en tout cas se sont réveillés à l'aune de ces épreuves? Ah oui, complètement, oui, bien sûr. De ce que j'en ai compris, si vous voulez, cette agression dans la toute petite enfance avait mis comme un couvercle noir sur moi. Et du coup, j'ai vraiment, en revivant comme ça toutes ces dernières décennies et en travaillant sur mon histoire, j'ai bien vu et je me suis rappelé qu'effectivement, toute mon enfance, je l'ai vécue sans la grâce lumineuse dont on parlait tout à l'heure, des enfants. Moi, j'étais coupée, je vivais dans le noir et dans la terreur, tout le temps. Mais c'était mon état naturel, donc c'était pas plus surprenant que ça. Et quand j'ai pu avoir accès, mais ça a été tard, j'avais 44 ans, à la découverte, parce que c'était la première fois que ça se produisait, de ce choc traumatique. C'est comme si le couvercle dont je vous parlais, là, s'était enlevé, et du coup, tout était là. Parce que quand on est, alors dans mon cas, c'est soigneur, mais quand on est artiste, quand on est mathématicien ou musicien, c'est puis la nuit des temps qu'on perfectionne et qu'on façonne comme ça cette capacité. Donc si on enlève ce qui bouchait, ce qui obscurcissait, ce qui entravait, ça se révèle d'un coup. De façon plus méta, on va dire, oui. Vous êtes canal, oui. vous êtes canal de maître, en tout cas, c'est comme ça que vous les nommez. Quel est le regard sur la situation actuelle? Alors oui, justement, je suis canal de maître, mais je ne suis pas comme ceux qui sont channel et qui portent une parole. Moi, je suis canal dans un temps précis de soins.
Et d'ailleurs, pas à tous les soins, je prends bien garde de le préciser dans mes livres. Il y a des séances qui sont complètement dépourvues d'informations. Je n'ai accès à rien, c'est juste si les maîtres, j'aime bien les appeler les maîtres, mais on peut dire les guides, hein, les guides thérapeutes de là-haut, là, qui nous accompagnent, les guides des personnes, les miens, estiment que ce dont la personne a besoin, c'est vraiment d'un soin puissant, profond, d'énergie, je ne vais avoir accès à rien. Je remarque aussi, mais ça me fait toujours rire, parce que quand je le dis aux personnes concernées, moi, elles ont un petit rire de travers, que plus on est dans le mental, et plus on veut des informations, et plus on pourrait presque être sûr qu'on n'en aura pas. Parce qu'ils ont tendance à dire « Allez, retourne à toi, retourne à ton corps, retourne à la sensation et arrête de cogiter dans ta tête. » Donc je ne peux pas faire de grandes affirmations sur ce qui se passe, qui m'auraient été données, transmises par des maîtres ou des guides ou que j'aurais pu canaliser. Mais il y a quand même tout un... Et puis en plus, moi, quand je demande pour moi, une fois sur deux, je suis pas sûre mon coup. Autant j'ai aucun... Je sais dans les séances que c'est bon. Je n'ai pas de problème. Pour ce qui me concerne, moi ou ma famille, malheureusement, c'est moins sûr. Donc je ne demande pas trop, mais c'est comme si j'avais une espèce de certitude intérieure. Et puis c'est surtout, je rentre en résonance avec les transmissions que je regarde sur Internet, les livres qui sont dits, et je me dis ça, oui, ça je prends, ça me parle. Alors, bon, comme encore une fois, c'est personnel, c'est ma vérité, mais ça me permet en tout cas, pour répondre à votre question, d'être dans l'optimisme malgré ce qui se passe. Vraiment, j'ai vraiment la sensation que on arrive. Alors, beaucoup d'avis convergent comme ça de Chanel pour dire qu'on va vers une période qui va être assez compliquée les mois à venir, mais que c'est vraiment les dernières explosions. Et ça, moi, ça me va. Aussi, oui, tout à fait. Tout à fait. Et dans le ressenti des énergies, le ressenti subtil des énergies, oui. Est-ce que vous percevez comment les différents plans, tout à l'heure vous avez parlé de ces différents plans, oui. Mais aussi bien peut-être la nature, que les esprits de la nature, comment interagissent-ils actuellement pour essayer de prendre soin de la planète, de la situation et de nous aussi peut-être ? Alors ça, c'est une question très technique. Je suis pas sûre d'être celle qui pourrait vous donner bien la réponse. Il n'en reste pas moins que, effectivement, globalement, moi, ce que je perçois, c'est vraiment une énergie, vous savez, très, 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 très enveloppante, englobante, nourrissante, comme mais c'est un peu ma marque de fabrique, parce que c'est vraiment l'énergie à laquelle je suis le plus habituée, avec laquelle je, entre guillemets, travaille. C'est l'énergie qui me traverse et du coup, je la connais bien. Donc, quand je la ressens dans la nature, c'est sûr que, voilà. Bon, ceci dit, quand je rencontre son opposé, je connais aussi. Mais ça me fait penser qu'il y a 2 jours, je me suis reliée pour voir où en était l'état de notre planète. J'avais fait ça tout au début pendant le premier confinement. Je m'étais dit, mais où est-ce qu'on en est? Et j'avais été complètement catastrophée parce que je ne voyais plus la Terre. Elle était vraiment prise dans une espèce de nuage noir sombre. Enfin, c'était vraiment effrayant. Ça suffoquait. On était dans l'asphyxie totale. Et ce qui fait que depuis mars 2020, de temps à autre, je demande si j'ai l'autorisation de voir. Et au fil du temps, c'était assez soulageant, si je peux dire, parce que je voyais que ça s'éclaircissait, que la couverture de nuages, là, cette énorme masse, s'éclaircissait, malgré ce qu'on vit. C'est ça qui était curieux, cette espèce d'inversion ou de contraire, parce que ce que les médias nous transmettent était de plus en plus effrayant. Et pourtant, je voyais que des lumières s'allumaient, que ça s'allégeait. Et puis, ça fait un moment que je n'en ai pas pensé à me relier à la Terre et à l'image qui en est renvoyée. Et j'ai fait il y a 2 jours. Et alors là, j'ai vu quelque chose que je pense... Bon, ça doit être symbolique, mais que je pense réel et dans la continuité de ces images un peu épouvantables, enfin en tout cas de cette image épouvantable qui avait été la première. C'est que là, du coup, je voyais la Terre...
un peu comme les images qu'on donne Pesquet, Thomas Pesquet. Donc bleu, la belle boule bleue avec comme ça des nuages. Mais ce qui était hallucinant, et je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est que je voyais que, en fait... alors, comment je pourrais vous expliquer ça, juste sans image, mais il y avait une espèce de... comme une boursouflure, c'est-à-dire comme pas une boursouflure, mais un dédoublement. Je voyais comme la peau d'une autre planète, avec la mer, les nuages, etc., qui serait entrevoyée comme un soufflet, ou comme une omelette, quand ça fait des grosses bulles dans l'omelette, vous voyez, mais comme, qui englobait bien les 2/3 de la Terre. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais voilà, c'est ce fameux décollage, décollement en 5e dimension. C'est non seulement en cours, mais le processus est vraiment entamé. Et c'est tranquille, ça n'est pas encore fait. Elle est encore. Alors après, je me suis dit, j'aurais dû regarder sur quel continent. Bon, mais évidemment, quand on vit ces choses-là, en fait, on est tellement dans l'instant. Enfin, en tout cas, moi, je ne pense jamais à poser de questions. Après, je le regrette parce que je sais que je vais mettre mon mental si je redemande l'image. Mais du coup, ça me donne ça aussi beaucoup d'espoir parce que je me dis, oui, c'est terriblement difficile tout ce qui se passe en ce moment. Pour les gens sont très perdus, les gens sont... Enfin, pas tous, il y en a que ça fait réveil, au contraire. Hein. Il faut savoir aussi où on se situe, il faut savoir aussi si on a envie de reprendre son pouvoir, sa puissance personnelle, ou si on se soumet, ou si on... Bien sûr, et est-ce que cette boursouflure, oui. cette deuxième planète, est-ce que ce ne serait pas aussi symbolique peut-être de profondes dissensions qui se créent entre des personnes, entre des courants de pensée Oui, ça pourrait être tout à fait le reflet. Dans ce que j'ai vu, il ne me semble pas, parce que ce que je voyais en dessous, la planète du dessous, était tout aussi bleue et on ne me disait pas là, il va y avoir les élus et puis en dessous, ça va être les pauvres qui vont tomber au fond des enfers. Non, ça va être effectivement, oui, c'est intéressant ce que vous dites, comme une espèce de scission, comme ce qui nous est enseigné de ce qui se produit actuellement. Mais c'était tranquille. Et en fait, ce que j'ai lu à plusieurs reprises, alors là, je ne vous parle pas d'expérience puisque je ne suis pas ce type de canal, mais je vous dis ce qui résonne en moi. Ce qui est dit, c'est que les êtres qui vont choisir de rester là, dans ce monde-là, seront bien avec ce monde-là parce qu'ils ne peuvent pas aller dans le monde lumineux. Ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas envie. On le voit bien parce qu'il y a hors les médias officiels, les télé et compagnie, toute l'information peut se trouver sur Internet ou ailleurs. Tout le monde. Moi, j'y suis allée. Franchement, je ne suis pas très douée en informatique ni en Internet, mais franchement, donc tout un chacun peut y avoir accès. Ceux qui sont en refus, en mépris, en colère, c'est leur choix. Ils préfèrent être dans cette vibration-là qui leur correspond mieux. Je ne pense pas qu'il y ait non plus de punition, vraiment, vous savez. Non, tout à fait. Je suis d'accord. Ouais. Dans les épreuves, moi, il y a une phrase qui, au-delà, je dirais, du symbole religieux, m'a beaucoup accompagnée, beaucoup aidée. C'est la lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne peuvent l'atteindre, de Saint Jean. Ouais. Est-ce que, d'une part, vous pensez qu'il y a une part en nous de lumière vraiment inaliénable, inextinguible ? Oui. Et deuxièmement, comment peut-on nourrir cette petite flamme intérieure quand on est peut-être plus noyé sous le désespoir, comme vous parliez de la planète tout à l'heure dans le noir. Quels seraient vos conseils pour alimenter cette flamme intérieure, cette lumière intérieure ? Eh bien déjà, s'arrêter de cavaler. Arrêter peut-être effectivement d'être scotché au bulletin d'information qui ne déverse que des choses épouvantables. Moi, j'ai arrêté de regarder toute la télé du coup. D'ailleurs, j'étais tellement en colère en me disant mais c'est pas possible que ma télé est tombée en panne. Et ben donc je me suis dit ok, c'est très bien. Et du coup, je ne regarde même plus. Moi, j'aimais bien regarder les films et tout, mais je la fais pas réparer parce que sinon, je me dis je risque d'être. Donc prendre des décisions comme ça. Tout à l'heure, je parlais de dignité, comme ça, retrouver sa dignité, c'est aussi ne pas se laisser embarquer dans un discours si on n'y adhère pas.
Et c'est très, très pernicieux, ces histoires d'informations comme ça télévisées, parce que très vite, on est prise comme par une hypnose comme ça. Et très vite, on peut basculer. Du coup, le mieux, c'est de se dire non, j'arrête parce que je me suis réveillée, tout allait bien, j'écoute la radio ou je regarde la télé. Enfin, il y a des gens qui regardent la télé le matin. Et du coup, je suis prise dans un système d'angoisse. Donc, arrêtons. Voilà. De toute façon, les nouvelles viennent à nous. En l'occurrence, c'est par l'intermédiaire de mon téléphone, donc j'ai l'essentiel et voilà, et ça suffit. Bon, ça c'est une chose, vraiment ne pas se laisser atteindre par la peur, mais donc il y a des décisions importantes à prendre, et parce que ça demande un petit renoncement aussi. Moi, quelquefois après une journée de travail, j'aimais bien regarder un film. Bon, ça me permet de lire plus, c'est beaucoup mieux. Mais il y a aussi, bien sûr, s'arrêter, prendre du temps pour soi. Arrêter l'espèce de petit, comment s'appelle cet animal en cage là ? Petit hamster. Voilà. Sa roue. Dans sa roue, voilà. Arrêtez de faire ça parce que notre mental, c'est tout le temps ça. Se poser, enfin, ce sont les fondamentaux, sans aller jusqu'à une obligation de méditation parce que ça ne convient pas à tout le monde. Mais regardez, vous voyez, dans votre bureau, là, regardez les arbres, ça stoppe tout. Oui, le monde va mal, oui, on nous interdit ci, oui, machin. D'accord, mais les arbres sont aussi beaux qu'avant. Hein, regardez le ciel, enfin des choses comme ça. Des choses qui nourrissent notre être profond. Puis une forme de paix. Une forme de paix, oui, c'est ça. Dans le cœur, vraiment. Voilà. Oui. Choisir ses lectures aussi, choisir ses films. Enfin, bon, si on... le cinéma, il a été coupé pendant longtemps, mais je trouve que ça nous demande un effort, faut qu'il n'est plus un effort, après ça devient complètement naturel, de choix. De se dire non, ça c'est fini, non, ça je ne veux plus. Mais ce choix, c'est peut-être justement ça, rester debout dans le chaos. Voilà. Choisir. Oui, mais je suis vraiment d'accord avec ça. Et il se fait, là, quand je vous parlais d'effort, oui, parce que encore une fois, j'aimais bien m'allonger devant la télé. Mais ça, c'était peut-être un des efforts les plus difficiles. Mais ça a duré 2 jours. Et sinon, non, ça se fait naturellement, ce changement. Vous riez beaucoup, donc j'ai vraiment le plaisir d'être en face de vous et de vous voir, de voir votre visage s'illuminer. Quel est le rôle de l'humour ? Moi, il y a une chose qui m'a frappée, je ne sais pas si ça vous a frappé aussi, c'est qu'au premier confinement, on a reçu des tonnes de petites blagues, de choses rigolotes. Ouais. Et petit à petit, on est rentré dans le dur du sujet. Et maintenant, on reçoit plus des vindictes ou en tout cas des arguments, contre-arguments. Et on n'est plus du tout dans l'humour. Quel est le rôle de l'humour dans se tenir debout ? Vous avez entièrement raison. Oui, c'est vrai. Le rôle de l'humour, justement, c'est la distanciation, c'est prendre du recul, c'est le regard de l'aigle comme ça et voir de haut et voir plus loin et voir les tenants et les aboutissants. Et puis... c'est vrai, oui, il y en a certaines. Et alors qu'on faisait circuler comme ça, il y a des choses. Et puis c'est le génie inventif de l'être humain, quoi, de détourner des situations, de faire des petits. Enfin, c'est vrai. Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Il y a moins d'humour, mais peut-être aussi qu'il y a un plus grand centrage intérieur. Les gens sont plus déterminés, sont plus positionnés. Et puis l'humour, au bout d'un moment, c'est vrai que ça doit se renouveler. Là, ça n'est pas trop le cas. Alors après, quand on voit pour la 25e fois la même blague, je dis bon, d'accord, j'ai déjà vu celle-là. mais j'ai l'impression que oui, ce que vous notez là, conjointement à la situation comme ça qui prend des allures particulières, on va dire, se forge une détermination intérieure. À justement s'en sortir. On va s'en sortir. Oui. Et avant de nous quitter, j'ai envie de mettre un coup de projecteur sur votre nouvel ouvrage qui sort en ce mois d'octobre. Oui, le 11. Voilà. Qui s'intitule, j'ai eu la chance de le découvrir avant sa sortie, Dans le silence de l'amour. Oui. Et 2 questions autour de ce très beau titre. D'abord, dans le brouhaha incessant et dans le bruit du monde dont on a parlé pendant tout notre podcast, quelle place, quel rôle peut-on accorder au silence ? Ça, ce sera ma première question. Ouais. Quel rôle ? On devrait accorder la plus grande place possible. Tout à l'heure, je vous parlais de se poser et
Et se poser en silence est encore ce qu'il y a de mieux. Je me rends compte, alors par moments je me dis Agnès, tu t'enfermes, mais que j'écoute de moins en moins de musique, que je vois de moins en moins de monde depuis ce confinement-là. Mais en fait, à l'intérieur de ça, tout va très bien. Et c'est comme s'il y avait un travail intérieur de maturation, de compréhension. Et les autres ne me manquent pas tant que ça. Alors évidemment, il y a des rencontres privilégiées. Il y a les rencontres familiales. Cet été, j'en ai vu plus. Mais comme s'il y avait une forme de... C'est pas vraiment un repli sur soi, c'est un retour à soi qui est nécessaire. Et le silence, pour ça, est très, très bénéfique. Parce qu'il permet à la germination comme ça de choses, il permet surtout à nos guides, hein, quand on dit l'intuition, mais l'intuition ne vient pas de nulle part, ce sont nos chers êtres de l'invisible qui nous accompagnent, de pouvoir être entendus, enfin, parce que s'il y a tout le temps cette espèce soit de brouillard mental, soit de bruit, même de musique, bon, même se mettre de la musique pour danser, c'est génial et il le faut, et tant mieux. Mais il faut aussi vraiment cet impératif. Ça fait partie c'est même pas une hygiène de vie, c'est vraiment c'est une reliance avec son âme. C'est tout simple. On parlait d'âme tout à l'heure, mais c'est ça. Et ça peut ne se faire que regardez dans les églises, quand on y va, dans les cathédrales, dans le silence, les lieux sacrés. C'est ça qui nous relie à cette vibration du cosmos, de la mère Terre. Et ce titre, donc, dans le silence de l'amour, paru également chez Mama Édition. Est-ce que ce silence de l'amour, ce ne serait pas une clé, peut-être même la clé pour se redresser de l'intérieur, mais aussi s'ouvrir à l'autre, au tout autre, et donc s'enraciner et s'élever en même temps ? Je n'ai rien à répondre à ça, tellement c'est joli. Oui, bien sûr, oui, c'est magnifique ce que vous dites. En fait, cette phrase, je l'ai empruntée, je le dis dans l'introduction du livre, je l'ai découverte au moment où j'avais commencé un petit peu à écrire à nouveau. Et je n'étais pas du tout au stade de chercher un titre, mais franchement pas. Et j'avais rencontré lors d'une conférence un prêtre qui s'appelle le Père André-Marie, vous le connaissez, qui est un être absolument extraordinaire. Il m'avait envoyé plusieurs de ses livres, et dans le premier qu'il m'avait envoyé, au détour d'un paragraphe comme ça, il a cette phrase magnifique. Ça concernait le baptême dans son livre. Et je me suis dit, voilà, j'ai trouvé mon titre. Alors, je ne cherchais pas du tout, mais c'était l'évidence absolue. Effectivement, le retour à soi au travers du silence, et puis cet amour vers lequel, enfin, qui nous appelle, que nous sommes et que nous devons retrouver, bien sûr. Et est-ce que ce serait la fin d'un cycle, puisque vous avez, en tout cas en sous-titre de vos ouvrages, parlé d'élévation, de transmutation, de libération, et là on arrive au silence de l'amour. Est-ce que ce serait la fin d'un cycle ? Je le souhaite. Je le souhaite vraiment, parce que c'est magnifique le travail d'écriture, mais c'est très prenant. On parle de charge mentale, mais quand on continue à travailler par ailleurs, c'est extraordinairement... oui, je ne vais pas dire fatigant, mais ça l'est quand même, mais prenant. Et alors, certaines de mes patientes c'est plus des femmes qui me disent ça, qui sont voyantes ou qui ont des flashs de vision, me disent « Ah non, mais vous allez continuer, vous allez voir, vous allez en écrire 7. » Et moi, je dis « Non, je fais les 3 volets de la trilogie, c'est très bien. » Et pour vraiment clore, qu'est-ce que c'est pour vous le silence de l'amour ? Ah mon Dieu, quelle question! Qu'est-ce que c'est pour moi le silence de l'amour? Si je vous réponds juste comme ça, c'est leur reliance avec là-haut, avec le divin. C'est ça, c'est pas autre chose. Je m'étais jamais posé la question, merci. Un grand merci Agnès. Et merci Karine. Vraiment, j'aurais pu continuer des heures. Merci beaucoup. Merci de nous écouter. Nous espérons que cet extrait vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit, afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.